Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui sera mon bilan culturel du mois de mai. Alors j'ai seulement 6 films à vous présenter, vous l'avez vu si vous avez suivi un peu mes vlogs et je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Je viens de passer 2 semaines au Festival de Cannes où j'ai vu plus d'une vingtaine de films et c'est vrai que en parallèle en fait j'ai pas pu voir énormément de sorties du mois de mai. Ce qui fait que ce bilan culturel va être assez pauvre, je n'ai par conséquent pas de série non plus à vous présenter. Pas de livre, non pas parce que je n'y lis plus, mais comme j'ai pu vous le dire dans de précédentes vidéos, je lis tellement en ce moment, je suis à 5-6 livres par mois, que j'ai décidé de tout regrouper dans une vidéo bilan littéraire, on va dire, qui sortira courant de cet été. Donc 6 films à vous présenter et on commence par une grosse déception qui est sortie à la fin du mois d'avril en l'occurrence. C'est Les Règles de l'Art, un film, une comédie même française, signée Dominique Baumard, qui est sorti donc le 30 avril. Ah, enfin je te trouve toi. Bon, j'ai besoin d'un petit service là. Tu pourrais les vendre à combien? Le jackpot, c'est vraiment si tu tombes sur un très riche. T'en achèterais, toi, du cubiste? T'as un tableau? Peut-être. Mathieu? Allô? Ah, Mathieu? Vas-y, monte. Non, mais je l'ai pas. C'est juste au cas où t'aurais acheté des tableaux que moi j'avais eu comme ça. Je voulais savoir, toi, l'art, tu fais pas, toi? C'est encore une autre arnaque de fils de pute. Ce film, c'est l'histoire de Jonathan, Yoni comme on l'appelle, qui est un expert en montres de luxe interprété par Melville Poupeau, pardon. Alors lui, il a un quotidien assez monotone, mais il voit sa vie totalement changer lorsque il s'associe à Eric. Eric, c'est un escroc, voilà. Il rachète des objets, etc. Il les vole en fait, on peut dire ça comme ça, et puis il les revend à prix d'or à des personnes qui ne sont absolument pas au courant de la magouille qui se cache derrière. Jonathan, il est un peu fasciné quand même par tout ça, donc il décide de s'insérer dans ce mouvement-là, dans ce train de vie mouvementé, le train de vie mouvementé d'Eric, sauf que tout s'accélère le jour où ils vont répondre à une commande d'un cambrioleur de génie qui va voler 5 tableaux au musée d'art moderne de Paris en fait. Et donc ces 3 hommes ils vont se retrouver à essayer de revendre ces tableaux volés alors qu'ils sont recherchés dans absolument tout le pays. Et vous le voyez, je pense que vous posez la question dès le synopsis, ce film crée des enjeux là où il n'y en a pas. C'est-à-dire que le concept du film, il s'écroule dès la lecture du scénario en fait. Déjà par ce cast trop facile, parce que les personnages ils s'introduisent comme ça dans le musée d'art moderne, comme si de rien n'était. J'avais une vieille dame à côté de moi, qui était un peu insupportable, mais qui arrêtait pas de dire « Mais ils sont où les surveillants? Ils sont où les alarmes ?» Alors ça c'est balayé au bout de quelques minutes puisqu'on nous dit que en fait il y avait une défaillance avec les alarmes et puis les fenêtres, elles avaient un défaut de sécurité. Le problème c'est que c'est pas dit pendant la fameuse scène du braquage, on l'apprend seulement après. Et donc vous regardez cette scène en se disant mais c'est pas possible quoi, le fameux casse du siècle, mais tu lèves les yeux au ciel tellement c'est difficile à croire, tellement ça semble facile de rentrer comme ça dans le musée. Idem en fait on comprend pas l'intérêt du casse quoi, parce que l'idée même du film c'est de revendre, alors s'inspirer d'une histoire vraie, hein. Pour le coup ça a vraiment eu lieu mais essayer de revendre des tableaux volés. Ils sont recherchés partout, je veux dire. C'est un vol qui fait les gros titres et forcément personne va se risquer à racheter des tableaux pareils parce que ce sont des tableaux, notamment il y a un Fernand Léger dans l'eau, évidemment que les gens vont bien se douter que c'est le tableau qui a été volé. Il faut dire qu'en l'absence d'enjeux crédibles, en fait tout le reste tombe à plat. Le film à mes yeux n'a aucun intérêt. Malgré tout, comme le début du film fonctionne bien, c'est le moment où on voit le personnage de Melville Poupeau qui voit sa morale changer en quelque sorte, notamment lorsqu'il réalise combien ce qu'il peut tirer en revendant les montres de ses clients par exemple. Donc voilà, on sent l'euphorie du personnage, c'est palpable et oui c'est très amusant à suivre. C'est aussi lié aux comédiens forcément qui jouent des rôles assez atypique, avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, et ça sent. Le plaisir il est palpable quand on est spectateur, et ça donne aussi du corps à leurs personnages, parce que c'est des personnages qui sont à la fois attachants, qui sont un peu tous dépassés par tout ça en fait. On est vraiment sur une affaire qui est bien trop grande pour eux en quelque sorte. On va parler d'un film qui pour le coup avait un concept très fun, mais qui tire beaucoup trop en longueur. Voilà, c'est un concept qui a été tiré, et le film aurait gagné à être raccourci. C'est Rumors de... Alors ils sont 3, il y a Guy Maddin, il y a Evan Johnson et Galen Johnson. C'est un film qui est sorti le 7 mai. So we have been abandoned. Cut off. Oh no. What is that? We were attacked by dark, shadowy figures. Protesters. That's what I thought too at first. But they didn't have signs. Le film prend place lors du G7 annuel, donc il rassemble les grands dirigeants du monde entier. Et ces dirigeants, ils sont réunis dans un château en Allemagne, en fait, en bordure de forêt. Ils s'apprêtent à préparer leur déclaration, voilà ce qu'ils liront à leurs concitoyens en quelque sorte, une fois que le sommet sera terminé. Le problème, c'est que à la nuit tombée, ils vont réaliser que le personnel qui les entourait a disparu et qu'autour d'eux, d'étranges
silhouette, voilà, semble s'être réveillée en pleine nuit. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans Rumors, c'est le fait que le film traverse différents registres dans ses scènes. Ça va du drame à la romance, et ce que j'adore, c'est que c'est toujours joué à fond en fait. C'est toujours joué au premier degré, et c'est quelque chose qui est augmenté par la bande originale qui sort les violons, hein. Clairement, l'idée, c'est de parodier plusieurs genres. Et ça fonctionne. C'est un film qui a une bonne dose de kitsch, en partie lié au cliché forcément qu'incarnent les dirigeants. Vous prenez le français, interprété par Denis Ménochet, qui fait de grands discours pompeux et un peu vides, le canadien qui est le beau gosse sensible, l'italien qui lui a de la charcuterie carrément dans ses poches. Chaque personnage est un cliché, et pour le coup ça fonctionne plutôt bien, vraiment ça fait rire. L'idée c'est pas de critiquer les figures politiques en les faisant passer pour de grands méchants, parce qu'en vrai ces figures là qu'on te présente, elles sont un peu bébêtes, mais en fait elles sont surtout dépassées par leur fonction en quelque sorte. C'est un film qui se veut parodique, oui, mais qui ne rentre pas pour autant dans la critique en fait. Et peut-être quand même qu'en allant voir Rumors, j'aurais aimé le voir un peu plus incisif, vous voyez. En tout cas, je vous le disais juste avant d'évoquer le film, c'est un film qui est inutilement long, réellement, qui aurait gagné à être raccourci, puisque ça tourne en rond avec des personnages qui jouent, enfin des acteurs en l'occurrence, qui jouent des personnages qui restent dans le même registre tout du long quoi. C'est prometteur au début, et puis on s'en lasse au bout d'1 heure et demie. Alors là on va parler d'un film qui est très fun, que j'ai vu dans un contexte assez particulier. Avant d'évoquer le film, place aux images. Et écoutez, je suis prête à partir. Il a la appendicite. Rappelle-moi ton prénom. Clément. Bah, je suis avec Clément, que j'ai rencontré dans la file, et on est en train de monter les marches. Et vous les voyez pas, c'est caché par plein de gens. Mais ça y est, il est 23h, on va voir le film. On va donc parler de Partir un jour d'Amélie Bonin, qui est le premier film que j'ai vu à Cannes cette année, le film qui c'est l'ouverture. Alors on danse. S'il y avait un problème, tu me le dirais. Bah, tu veux que je te fasse une roue arrière, rien que pour toi? C'est trop tard, mec. Partir un jour, c'est l'histoire de Cécile, interprétée par Juliette Armanet, qui a remporté Top Chef, qui s'apprête à ouvrir un restaurant gastronomique à Paris. Bref, tout va pour le mieux pour elle. Sauf qu'elle est enceinte d'un enfant qu'elle ne veut pas garder. Et ça, elle a du mal à en parler à son compagnon. Un événement qui bouleverse quand même son quotidien, et un autre événement va venir chambouler ses habitudes, c'est que son père va faire un AVC. Et donc elle ne va pas avoir d'autre choix que de rentrer dans sa région natale pour renouer avec ses parents, et aussi renouer avec son crush d'enfance, son crush de jeunesse, interprété par Bastien Bouillon. Alors, ici Amélie Bonin, elle adapte son court-métrage en l'occurrence, qui avait été césarisé il y a de ça quelques années, sauf que là elle inverse les genres, c'est-à-dire que dans la version de base, c'était Bastien Bouillon qui était le protagoniste. Là, bah, évidemment, je veux dire, en 2025, c'est une femme qui est la protagoniste. Amélie Bonin raconte souvent l'anecdote qu'une fois, lors de la projection du cours, un spectateur lui a dit « Mais pourquoi c'est un homme, en fait, qui est au cœur du film ?» Et depuis, elle s'est dit « Mais en fait, oui, moi, ça me paraissait évident de mettre un homme, mais en fait, on pourrait carrément mettre une femme. » Et donc, depuis, ça lui paraissait impensable de remettre Bastien Bouillon dans le rôle titre pour son cours. Hein. C'est un film musical, avec des chansons qui, pour le coup, s'intègrent dans le récit en fait. Un peu à la manière des films de Christophe Honoré, si vous voyez un peu son cinéma, dans l'idée où il n'y a pas de numéro de danse, sauf un qui se passe en boîte et qui est très très drôle. Mais voilà, l'idée c'est vraiment des chansons dans lesquelles les personnages racontent leurs sentiments, où ils peuvent être à table en train d'éplucher des pommes de terre, ou bien simplement danser de façon un peu maladroite dans leur chambre, ou, encore mieux, sur une piste, sur une patinoire en fait, vraiment. Là je vous mets l'extrait parce qu'il est quand même assez exceptionnel. Quand tu chantes, j'oublie
J'ai plus le moindre souci, j'ai le mal qui fuit. Tu donnes un sens à ma... Vous l'avez entendu, on trouve des titres populaires, Dalida, Stromae, Camaro. Même le générique prend la forme d'un karaoké, et c'est vrai que le film adopte une esthétique un peu vintage, un ton assez nostalgique, et c'est très tendre, c'est tout doux, c'est très joyeux, et moi j'ai beaucoup aimé en fait ce parti pris là. L'idée qu'il ne s'agit pas de réécrire le passé, vous voyez, c'est-à-dire qu'elle revient à son village, l'idée c'est pas de tout bouleverser. Elle et Bastien Bouillon, enfin elle et son crush, ils ont chacun leur vie, et l'idée c'est pas de tout plaquer pour une idylle qui va durer quelques semaines, non parce que ils peuvent pas refaire leur vie. Donc l'idée c'est plutôt de rendre hommage en fait à ce qui a été et ce qui n'aura jamais lieu en quelque sorte. Après il y a aussi une thématique que moi j'adore dans les films, c'est la thématique du mépris de classe, parce que Cécile elle vit à Paris, elle côtoie les plus grands, genre Philippe Etchebest par exemple, et elle a pu sortir des phrases blessantes par le passé à son père qui lui a pris note d'absolument tout, parce que ça lui a vraiment fait mal en fait d'entendre sa fille parler d'eux comme des ploucs par exemple. Donc ouais, non c'est un parti pris que moi j'ai beaucoup aimé aussi, et que ce soit les thématiques abordées, le ton du film qui est nostalgique, mais je vous le disais, très joyeux, on en sort avec le sourire aux lèvres en fait, et partir un jour, moi je trouve que c'est une très très belle surprise. Alors là on va bien rire, parce qu'on s'attaque à une franchise d'horreur à succès, qui revient dans nos salles de cinéma, Destination Finale, avec son nouvel opus, Bloodlines, sorti chez nous le 14 mai. Grandma, what's happening to us? Years ago, I had a premonition that started it all. I saw what death was about to do. I saved a lot of lives that night. Everyone needs to get off the dance floor! Lives that were never meant to be saved. But death doesn't like it when you mess with his plans. Peut-être avant de parler du synopsis du film, je dois quand même vous parler de la scène d'introduction qui prend place dans un restaurant. Un restaurant perché en hauteur, très tendance auquel tout le monde veut aller. C'est une soirée très VIP finalement. Sauf que on est dans Destination Finale, donc les morts vont se succéder de façon très improbable. Et la personne qui finalement consuivait pendant toute cette scène-là meurt. Sauf qu'on réalise que tout ça c'était qu'un rêve en fait. Ça c'était le rêve de Stéphanie, une jeune femme aujourd'hui en fait à l'heure actuelle qui rêve de sa grand-mère. Sa grand-mère qui, contrairement à ce qu'elle a vu dans son rêve, est bien en vie. En fait, Stéphanie elle a rêvé de ce qui aurait dû se passer. Parce que sa grand-mère, quand elle est allée à ce restaurant-là, elle aurait dû mourir, comme absolument tout le monde. Mais comme sa grand-mère, au moment où elle était dans le restaurant, a constaté qu'il y avait quand même pas mal de défauts, etc. et qu'il y avait des éléments dangereux, elle a fait en sorte que toutes ces morts n'arrivent pas. Et donc beaucoup de gens ont eu la vie sauve. Le problème c'est que dans Destination Finale, quand vous échappez à la mort, elle revient toujours vous chercher. Et donc Stéphanie et toute sa famille ne sont pas supposés exister. Et donc la mort va venir les chercher un par un. À mes yeux, c'est vraiment l'opus qui incarne le mieux le concept de la saga, dans le sens où la mort a ses plans. Là c'est donc l'histoire de cette femme qui a survécu alors qu'elle n'aurait pas dû, et donc la mort va venir la chercher, puis sa famille sur plusieurs générations. Et on est chez Destination Finale, c'est toujours super fun, je veux dire, les mises à mort sont très amusantes, soit dans des situations du quotidien avec des objets banals, soit dans des moments totalement absurdes. Et ce que j'adore, c'est que le film, il joue avec son spectateur. C'est-à-dire que dans une même scène, on va montrer plusieurs éléments qui pourraient tuer comme ça les protagonistes. On se dit mais tiens, la mort elle va arriver par tel biais, tintintin. Et en fait pas du tout, parce que le film arrive quand même à te surprendre quand tu t'y attends le moins. C'est très surprenant au début, mais faut quand même dire qu'au bout de 2 heures... Quand t'as pigé le concept, c'est peut-être un peu redondant, tu vois un peu plus la mort arriver quand même. Ça reste une saga qui... Je rends pas encore le mot fun, mais c'est vraiment ce qui illustre le mieux à mes yeux cette franchise. C'est une saga sans prise de tête, mais qui a quand même un message important. C'est pas juste de l'horreur où tiens, tu vois des gens mourir et les mises à mort sont marrantes, donc c'est rigolo. Mais il y a quand même un vrai message qui est à nouveau rappelé dans ce film-là, c'est que la mort en fait elle peut arriver à tout moment. Et donc il faut profiter de chaque seconde. Avant-dernier film dont je vais vous parler, celui-ci je l'ai vu à Cannes. J'ai réussi à obtenir une place pour la séance de gala, donc avec montée des marches, présence de l'équipe du film et tout. J'avais pas du tout prévu d'aller le voir, le film m'intéressait à peine, mais en fait j'ai adoré. Figurez-vous que c'est même l'un de mes grands coups de cœur du Festival de Cannes, et mon grand coup de cœur du mois je pense. C'est le nouveau film de Cédric Klapisch, La venue de l'avenir, sorti le 21 mai. Tu l'as pas vu depuis combien de temps ta mère? 20 ans. Pourquoi vous voulez quitter le Havre? Bah tout se passe à Paris maintenant. Mais ça fait pas trop cliché, genre vieux Paris ici? Écoute, Paris, c'est Paris, hein. C'est vieux, c'est cliché, mais... Regarde pas comme ça. Je suis
suis obligé de te regarder si je te dessine. Oui? Non. Quoi? Je crois que j'ai trouvé un trésor. Alors on va commencer dans le présent. On a la communauté de communes qui veut construire un supermarché, un grand supermarché, sur un terrain où il y a une vieille maison. Et donc pour détruire sa maison, elle a besoin de l'accord des ayants droit. Pour ce faire, elle va rassembler tous les héritiers de la personne à qui appartenait la maison, en sachant que la famille s'est étendue sur pas mal de branches, donc il y a plein de gens qui ne se connaissent pas du tout. Toutes ces personnes-là, elles vont être rassemblées afin de un peu décider de quoi faire de ce terrain, quoi. Et donc c'est l'occasion aussi de se plonger dans l'histoire de cette fameuse aïeule qui est nommée Adèle, voilà, dans le Paris du XXe siècle, à Montmartre en particulier. Je vous le dis, moi j'avais très peur de ce film, je voulais pas aller le voir parce qu'il y a un très très beau casting, il y a Julia Piaton, Vincent McCain, Matthew Schneider, Paul Kircher, Suzanne Valadon, pas du tout, Suzanne Lindon, pardon. Et pour le coup, ouais, c'est vraiment un beau casting, mais la bande-annonce en fait faisait fouiller. Parce qu'on met sur deux temporalités, qu'on comprend pas bien où est-ce que le film veut aller, et moi j'avais peur, surtout qu'en plus il y a une grande brochette de personnages, quoi. Et finalement c'est très maîtrisé, vraiment. On est face à des personnages attachants qui ont chacun une petite sous-intrigue qui leur est propre. Alors elle est jamais très développée, mais c'est suffisant pour leur donner de la consistance, vous voyez, pour qu'on s'attache vraiment aux personnages. Moi, la petite révélation quand même dans le casting, c'est Abraham Vapler, que j'ai adoré. Vraiment, qui joue ce jeune homme en survêt, etc., qui au départ sort avec une espèce d'influenceuse très superficielle et puis qui finalement, à travers l'histoire de son ancêtre, va peu à peu s'ouvrir à l'amour sincère. Et non, j'ai beaucoup aimé la direction de son personnage et c'est un peu lui comme le vrai protagoniste du récit, en plus d'Adèle, évidemment, cet ancêtre qu'on suit à Montmartre. En plus des transitions entre le passé et le présent, elles fonctionnent vraiment bien. Je veux dire, alors vous avez vu l'extrait dans la bande-annonce où quelqu'un toque à la porte alors que Adèle est en train de se faire dessiner, et en fait la porte s'ouvre et on tombe sur Julia Piaton. C'est très drôle comme transition, et il y en a plusieurs des comme ça, et ça marche vraiment bien pour le coup. Alors c'est parfois un peu trop nostalgique dans le ton, un peu parfois vieille France, notamment le personnage de Vincent McCain qui fait presque réactionnaire par moment, mais c'est la facette, c'est la caractéristique de son personnage, c'est comme ça qu'il a été conçu, donc bon, ça va. Mais globalement ça fonctionne bien, ça nous tient tout du long, c'est très rigolo, il y a une belle galerie de personnages, et forcément je pense que vous allez tomber amoureux de l'un d'entre eux, c'est obligé. Et justement d'amour il est question dans le dernier film dont on va parler, qui est Else de Thibaut Hémin, sorti le 28 mai. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le métamorphisme est un phénomène bien connu chez les minéraux. Ce qu'on ignore encore, c'est pourquoi il s'étend aujourd'hui au monde animal. Soyez vigilants. Celle-ci, c'est sans doute la proposition la plus radicale, la plus extrême, la plus surprenante de toute cette vidéo. C'est donc l'histoire d'Hanks, qui vient de rencontrer Cass en fait. Les deux commencent à flirter, à sortir ensemble, sauf qu'une épidémie éclate. Et partout, les gens fusionnent en fait avec les choses. Les choses, c'est le terme qui est employé dans le résumé, mais en fait les choses ça veut tout désigner. Ça veut dire que tu peux aussi bien fusionner, quand t'es malade, je veux dire, tu peux fusionner avec ton Carville, tu peux fusionner avec ta fenêtre, avec ton mur, ton tourne-disque, ton lit, bref, t'as plein de façons de fusionner différemment. Et donc le couple va être confiné chez eux, va être confiné dans l'appartement d'Hanks et faire face à cette menace absolument monstrueuse. C'est un premier film. Et c'est un sacré morceau quand même pour débuter sa filmographie. Thibaut Hémin, il adapte donc en long métrage son cours qui forcément est sur une durée beaucoup plus réduite. Et en fait c'est sans doute mon principal problème avec Else, c'est qu'on sent qu'il y a eu le besoin de rallonger l'intrigue, d'étirer l'histoire pour tenir 1h40 quoi. Par exemple, il y a un personnage, une voisine japonaise qui vraiment ne sert pas à grand chose. Il y a aussi beaucoup de scènes de vie qui apportent peu au récit et c'est vrai que tu sens à plusieurs reprises des longueurs, tu sens des éléments qui auraient pu être retirés en fait mais qui sont là parce que non, il fallait qu'on tienne 1h30 minimum. Après ce rythme un peu long, volontairement languissant, c'est choisi parce que comme nos personnages, on attend que quelque chose se passe, on attend que la pandémie arrive inévitablement à eux en quelque sorte, on sait qu'elle va arriver, maintenant de quelle manière, quand ça va frapper. On a quand même pas mal de temps avant que ça y est, la maladie rentre dans l'appartement. D'ailleurs d'où la présence de ces fameuses scènes de vie, pour montrer à quel point ils essayent de garder une vie normale, en tout cas ils essayent de continuer leur quotidien malgré tout ce qui se passe autour, mais en vrai qui alourdissent quand même la dynamique du récit. C'est un film qui est sensoriel, organique et ça passe par les textures, on croirait presque qu'on peut toucher ça et je dois dire que là-dessus c'est quand même assez impressionnant. Les effets visuels notamment sont vraiment exceptionnels. Évidemment l'immersion dans tout ça, ça passe aussi par le mixage sonore, entre bruit du quotidien, silence et son terrifiant
qui suscite le malaise et nous immerge encore plus là-dedans. Clairement, c'est une expérience qui a été calibrée pour le grand écran, hein. C'est clairement un film à voir au cinéma, ne serait-ce que évidemment pour le travail sur la texture, le travail sur le son. C'est vrai que si vous pouvez le voir en Dolby Atmos avec le son 360, je pense que c'est encore plus fabuleux. Moi j'avais pas ça malheureusement, mais c'est quand même un film qui aurait gagné à être amputé d'un bon quart d'heure, voire d'une vingtaine de minutes. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bilan culturel de moins de 20 minutes. C'est quand même assez rare, assez exceptionnel pour le souligner, mais comme je vous l'ai dit, c'est un peu particulier puisque j'avais vraiment pas grand chose à vous présenter. En tout cas, je vous dis à la prochaine.